On a la chance donc d'accueillir aujourd'hui Monsieur Michel Serres. Et le pluralisme, intéresse son œuvre à de multiples titres. On peut mentionner notamment une de ses chroniques sur France Info qu'il a fait il y a 2 ans, où il montrait son intérêt pour le pluralisme ontologique en mentionnant 2 grandes traditions, celle d'Aristote et puis celle de Leibniz. Et on lui demandera peut-être dans quel courant il entend se positionner lui-même, mais évidemment aussi un pluralisme épistémologique, à la fois pluralité des sciences et pluralité des méthodes d'approche de la connaissance du réel, de ses moyens de communication aussi, et peut-être aujourd'hui va-t-on beaucoup parler de théorie de la communication. Et puis évidemment il a aussi consacré donc un de ses ouvrages au système de Leibniz, un autre à la pensée de Lucrèce, dont on avait vu avec Heinz Wiesmann en novembre dernier que la pensée atomiste pouvait être rapprochée d'une pensée pluraliste, même si c'est peut-être plus vrai de Démocrite que de Lucrèce. Et finalement, enfin, à travers son examen de la pluralité des sciences et de leurs méthodes, il est évidemment proche des questions de pluralisme méthodologique, épistémologique, mais aussi métaphysique en sciences qu'on a pu découvrir il y a 2 semaines avec l'intervention de Stéphanie Ruffi. Je vous laisse la parole à présent. Merci beaucoup. Et il existe un vieux verbe latin, ago, agere, qui signifie conduire un troupeau. C'est un verbe extrêmement archaïque qui a une origine agropastorale, qui a donné, comme vous le savez, agir ou par le superaction, mais qui à l'origine est le verbe du pasteur, le berger qui conduit son troupeau. Et je voudrais que vous imaginiez cet acte, puisqu'il s'agit de ça, cet acte du berger en train de conduire son troupeau. Eh bien, il a devant lui des centaines de têtes, et ces têtes comprennent des agnelles naïves, des boucs récalcitrants, des agneaux complètement sots, et puis des femelles pleines de la première portée, de plusieurs portées, plus des malades, plus etc. Donc des éléments disparates. Beaucoup d'éléments et des éléments disparatés avançant dans l'alpage et dans la vallée. Il est obligé, pour maintenir son troupeau, il est obligé d'utiliser 2 ou 3 chiens qui tournent autour du troupeau pour maintenir et essayer d'éviter des accidents. Voilà le schéma en gros de son action, de agérer, ago-agérer. Et soudain, il apprend par son portable en fin d'après-midi que son frère, qui conduisait un troupeau dans une vallée voisine, vient de se casser la jambe et est amené par hélicoptère à l'hôpital de Briançon. Et donc, il est obligé de rentrer précipitamment à la bergerie pour récupérer le troupeau de son frère. Et il apprend en même temps que son fils a eu des difficultés avec le service militaire. Il est obligé de prendre aussi le troupeau de son fils. Et le voilà à la tête non plus de 500 têtes de bétail, mais de 1500 têtes de bétail. Et qu'il a de la difficulté le lendemain à maîtriser. Pourquoi ? Parce que, évidemment, les chiens ne sont pas les mêmes et les têtes de bétail ne sont pas habituées à son cri, et ne sont pas habituées aux abois des autres chiens, etc. Donc, et qu'est-ce qu'il fait en ce moment ? Il co-agérait. Non seulement il a géré, c'est-à-dire il conduit son troupeau, mais comme il est obligé de prendre 2 troupeaux ou 3 troupeaux supplémentaires, il est obligé, le latin dira, co-agérer. Et le voilà parti le lendemain ou le surlendemain avec ses 1500 têtes de bétail, encore plus disparates qu'au début. Et on peut dire en ce moment-là que les bêtes en question sont agitées, c'est-à-dire qu'elles sont de plus en plus nerveuses, elles ne comprennent pas ce qui se passe, la difficulté de la maîtrise est plus grande. Et on va dire de ce troupeau qu'il est coagitare. Vous avez reconnu évidemment là l'étymologie profonde de cogitare. Et qu'en est-il de penser ? Eh bien voilà du cognitif, de la philosophie de la connaissance, de la bonne philosophie de la connaissance. Il se trouve que le verbe cogitare, qui n'a pas d'équivalent en français, mais en latin seulement, a comme origine cette expérience-là, cette expérience concrète du berger qui est obligé de maintenir des têtes de bétail innombrables et toutes différentes. Et donc, si vous voulez, la question du pluralisme que vous m'avez posée, que je suis obligé de traiter comme une figure imposée, n'est-ce pas ? Oui, la question est comment configurer l'innombrable disparate.
Et c'est ça la question du berger, et c'est la question que la langue même latine a donnée comme étymologie profonde de pensée, de cogitare. Évidemment, ça n'a pas d'équivalent en langue française. Si, ça a des équivalents populaires en langue française qui retrouvent exactement l'origine agropastorale du latin, puisque l'étymologie de cogitare qui a filé en latin et que nous n'avons pas gardé se retrouve en termes agro-pastoral parce que c'est le même mot que coaguler. Vous voyez, l'innombrable disparate va coaguler, et bien encore mieux, dans le vocabulaire populaire, ça a donné le terme cailler, c'est-à-dire prendre. Et c'est les deux réponses qu'on peut avoir linguistiquement à la question que j'ai posée. Comment maîtriser l'innombrable disparate? Comment le faire coaguler? Comment le faire cailler? Et le langage français le dit parfaitement, alors qu'il n'a pas pris de doublé savant avec cogitare qu'on a laissé au latin de cuisine. Alors, donc, la question que j'ai à traiter, c'est celle-là, comment maîtriser l'innombrable disparate? Et cette question se réfère simplement au pluralisme, en ce que le pluralisme pose deux questions. Une quantitative, qu'est-ce qu'un grand ensemble? Qu'est-ce qu'une grande population? Qu'est-ce qu'un grand nombre? Et deuxièmement, qualitativement, ce que j'ai appelé tout à l'heure les éléments disparates. C'est-à-dire les éléments de cette grande population sont plus ou moins tous différents. Et bien entendu, cela pose trois questions que je vais traiter l'une après l'autre ou en même temps. Une question cognitive, puisqu'il s'agit de cogitare, comment penser, qu'en est-il de penser? Une question objective, puisqu'il s'agit en effet de vision du monde. Les objets seraient là tout simplement le troupeau de moutons, d'agneaux, d'agnelles, de boucs ou de mâles récalcitrants. Et d'autre part, collectif, c'est-à-dire quelles sont les relations dans un grand ensemble entre ces éléments disparates. Donc c'est ça la question fondamentale qui est posée, et dans le concret le plus... Enfin, c'est pas votre quotidien, mais c'est le quotidien du berger, tout simplement. Peut-être que vous n'avez pas cette expérience-là. Il aurait été intéressant que vous l'eussiez. Et donc je répète ma question. Comment maîtriser cet innombrable disparate? Alors effectivement, dans la figure de cogitare, dans la figure que j'ai énoncée pour commencer, le troupeau se réfère au berger. Il y a une unité, c'est ça que vous disiez tout à l'heure, et l'unité, c'est l'action de celui qui conduit le troupeau. Alors, comment répondre maintenant à cette question de l'innombrable disparate? Bien, il y a une réponse qui nous induit à comprendre mieux ce qui s'est passé au VIe siècle avant Jésus-Christ en Grèce. Parce que la langue grecque, j'ai parlé tout à l'heure de la langue latine, la langue grecque appelle logos, elle n'est pas originale en ce que logos veut dire verbe ou parole. Dans toutes les langues du monde, il y a un mot pour dire verbe ou parole. Et il existe en grec. Mais la langue grecque n'est pas originale parce que logos veut dire verbe ou parole. Ce n'est pas ça qui est intéressant philosophiquement parlant. Non, logos, ça veut dire autre chose en Grèce, et c'est ça l'originalité de l'invention grecque, c'est que logos veut dire justement une partie de la solution à la question que je me suis posée. C'est-à-dire, les Grecs commencent en réfléchissant sur un élément A et un élément B disparates, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et logos veut dire quel est le rapport entre A et B. Quel est le rapport entre A et B? Et le sens profond et original en langue grecque du terme logos veut dire ça. Et c'est ce sens-là qui va essaimer dans toutes les sciences du monde par la suite, ou historique, cosmologie, biologie, etc. Et c'est ça que ça veut dire. Quel est le rapport qu'on peut instaurer entre deux éléments disparates, A et B? Et à partir de ce logos va partir une sorte de chemin qui va, dont le deuxième acte va être l'analogone. Et l'analogone, ça va être A sur B égale C sur D, c'est-à-dire le noyau de toute démonstration géométrique ou mathématique grecque à partir des présocratiques jusqu'à Euclide. C'est ça le noyau
profond de la démonstration, c'est l'analogone. Et cet analogone, la légende dit qu'il est instauré au pied des pyramides par Thalès, qui le premier, semble-t-il, d'après la légende, aurait dit il y a un rapport entre mon corps et son ombre qui est le même rapport qu'entre la grande pyramide et l'ombre de la pyramide. Et c'est ça la première idée de A sur B égale C sur D, ou la première image, ou la première réalisation de cet analogone. Et bien entendu, ça résout une question absolument extraordinaire, c'est on peut mesurer l'inaccessible. On peut mesurer la grande pyramide par le rapport A, B, C, on trouve D. Et ça, c'est une invention tout à fait extraordinaire, au moins pratique. Mais de plus, il faut réfléchir sur cette question d'analogone qui permet de donner une seconde solution au problème du disparate. C'est la suivante. Revisitons Thalès au pied des pyramides et on s'aperçoit que Thalès va poser une question qui est très simple et qui est la nôtre, c'est-à-dire il y a perceptivement un ensemble infini de triangles, Platon va même dire qu'on peut trianguler le monde, mais cet ensemble infini de triangles peut être maîtrisé par le fait qu'ils ont tous la même forme. Et c'est-à-dire que le théorème de la similitude résout précisément notre problème. Comment maîtriser l'innombrable disparate? C'est très simple, on va maîtriser l'innombrable à la condition de varier sur le disparate et de bloquer le disparate. Et ce disparate-là va être bloqué à un moment, on va dire quel est le rapport qui peut exister entre un nombre infini de triangles à la condition qu'ils aient tous la forme de triangle. Et la forme de triangle, ça sera eidos, la forme du triangle, c'est-à-dire l'idée platonicienne. C'est-à-dire, l'idée platonicienne est engendrée, et on ne le dit pas assez, est engendrée précisément par la question, ou plutôt la solution au problème posé, par comment maîtriser l'innombrable disparate. Alors, ce disparate va être bloqué un peu par le fait du triangle, mais quand vous avez l'idée de cercle, c'est de nouveau la même chose, c'est-à-dire vous avez une infinité de ronds dans le monde qui vont être maîtrisés dans leur grand nombre par le fait qu'ils ont eidos, la même forme, l'idée de cercle. Et vous voyez comment le disparate va varier. C'est-à-dire, on va imaginer l'idée de cercle, l'idée de triangle, l'idée de losange, l'idée de parallèle, etc. Et vous voyez que toutes les mathématiques vont tout d'un coup avancer dans leur essence et probablement leur histoire par le fait qu'elles ont mis en place, peu à peu, une solution humble et avançant doucement à la question que vous m'avez posée, c'est-à-dire comment maîtriser l'innombrable disparate. Et bien entendu, cette analogie, cet analogone, va être poursuivi dans toute l'histoire des mathématiques par 1001 variations sur cette question, équation, égalité, parallélisme, homothétie, tout ce qu'on peut imaginer, des relations d'invariance par variation, d'invariant par variation. Et non seulement j'ai éclairé là l'origine des mathématiques, mais j'ai éclairé là probablement son essence profonde, son geste profond, qui va aller jusqu'au structuralisme et au-delà, aujourd'hui, sur les problèmes de ce genre. C'est-à-dire que toute la question, c'est pour maîtriser le grand nombre, il suffit de faire varier le disparate. Et ce disparate-là, ça sera la forme, on peut faire varier la forme indéfiniment, et c'est comme ça que oui, je dirais volontiers que toutes les mathématiques se mettent en place, les isomorphies, les endomorphies, etc., toute la mathématique moderne passe là. C'est toujours d'une manière, on refonde, on recommence le geste d'origine. Voilà la langue heureuse, si vous voulez, la langue magnifique pour laquelle j'ai une admiration quasi mystique, simplement parce que elle est la langue progressive qui, au cours de l'histoire, a été notre meilleure stratégie pour répondre à cette question fondamentale que j'ai posée tout à l'heure, et qu'effectivement nous devons résoudre rapidement. Et on doit la résoudre pourquoi ? Parce que précisément cette question ne cesse de se poser depuis plusieurs siècles. Et en effet, la question de l'innombrable disparate va se poser, je ne sais pas,
dès le XVIIe siècle, au moment où on invente le calcul des probabilités, où toute la question, en effet, multiplie les jeux, les dés, les foules et les grands nombres, la loi des grands nombres de Bernoulli. Donc déjà, on a devant soi comment penser les grands nombres et les grandes populations. Un peu plus tard, la thermodynamique statistique nous met en présence d'une foule innombrable de milliards de molécules, comment maintenir, et d'ailleurs le démon de Maxwell, ou Maxwell lui-même, sera le berger des molécules. C'est-à-dire qu'il aura devant lui, effectivement, des milliards de molécules qu'il faudra trier et comment les maîtriser. Ensuite, au XIXe siècle, l'évolution des mathématiques l'amène aux théories des ensembles, et la théorie des ensembles nous met devant des équipotences transfinies, de nouveau d'immenses populations sur lesquelles il faudra poser des groupes, des structures, etc., c'est-à-dire des unités avec variation de la forme, du disparate. Et de la même façon, la cosmologie va observer des milliards de galaxies sur des milliards d'années, avec des singularités dans le monde qui dépassent de très loin nos possibilités de les classer. De même, l'histoire naturelle, dès le XVIIIe siècle, est en présence d'une foule d'espèces dont on n'a pas encore d'ailleurs maîtrisé le nombre et qui devant nous ne fait que se multiplier avec les espèces de monocellulaires, d'eucaryotes et de procaryotes, avec des nouvelles familles qui surabondent devant nous et que nous avons de la difficulté de nouveau à maîtriser. Et bien entendu, je ne parle pas de la climatologie, etc. Et puis surtout, aujourd'hui, nous avons devant nous des banques de données avec des données innombrables qu'il nous faut maîtriser. Et ces données touchent à la fois la cosmographie, l'océanographie, évidemment des sciences dures ou douces, mais surtout des sciences humaines, puisque toute la question des données aujourd'hui est une question du pluralisme, et du pluralisme alors démocratique, et je vais en parler à la fin. Donc vous voyez que nous avons devant nous justement ce problème et que nous avons dans l'histoire des manières ou une langue pour le traiter. Et alors à supposer que les mathématiques soient vraiment la langue qui permet précisément de parler ou de maîtriser cet innombrable disparate, alors je me retourne, puisque vous avez parlé de lui, vers Philippe d'Escola. Vous voyez, alors ça, Philippe d'Escola est un homme qui m'intéresse beaucoup, parce qu'effectivement, il a devant vous exposé sa classification des cultures. Alors ces classifications, animis, etc., vous savez ça par cœur, mais il y en a quand même une qui m'intéresse au premier chef, c'est ce qu'il appelle l'analogisme. Et c'est une vision du monde, l'analogisme, qui dit toutes choses du monde sont différentes, c'est-à-dire le fond de l'analogisme, c'est l'idée du disparate, c'est ça que dit d'Escola, et que toute la difficulté de la vision du monde analogiste, c'est de trouver des relations entre un disparate qui n'en a pas. Et c'est ça que dit d'Escola. Eh bien, voilà, si d'Escola était là, je lui dirais, moi, je suis de culture analogiste. C'est-à-dire, je ne suis pas un moderne comme ceux qu'il appelle, lui, les naturalistes, n'est-ce pas? Mais je suis plutôt de culture analogiste, comme les Inuits ou comme les aborigènes d'Australie. Je suis un aborigène d'Australie. Pourquoi? Parce que dès l'origine de ma manière de penser de façon rigoureuse et exacte des mathématiques, nous avons posé une vision du monde analogiste, n'est-ce pas? Nous sommes des analogistes parce que nous sommes des Grecs. Et peut-être sommes-nous aussi des analogistes parce que nous sommes des Latins. Je viens de le démontrer précisément par l'étude au moins rapide d'un mot simplement qui signifie en latin penser, qui signifie en latin maîtriser évidemment l'innombrable disparate. Alors voilà ce qui nous est arrivé comme problème et les éléments de solution dont je puis disposer. Évidemment, une des manières que les mathématiques ont choisi vers le milieu du XXe siècle pour traiter cette question-là, ça a été l'algèbre des structures, c'est-à-dire l'algèbre que vous connaissez, qu'on appelle l'algèbre moderne, qui permettait de prendre des ensembles infinis et ces ensembles-là de les comparer lorsqu'ils étaient disparates.
C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la pensée structurale de l'algèbre? C'est de prendre des éléments en géométrie ou des éléments en théorie des nombres et de montrer que ces ensembles infinis avaient précisément un eidos commun. Et c'était ça la pensée de l'algèbre telle que je l'ai connue. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé à l'école normale, dans des années que je ne cite pas parce que c'était le néolithique tardif, n'est-ce pas, arrivait précisément avec l'algèbre allemande de van der Waerden, cette pensée-là, qui était parfaitement nouvelle et que j'ai appris sur les bancs de l'école normale avec mes amis mathématiciens. Et là, c'était l'effort le plus moderne, disons, pour essayer de répondre à la question de l'innombrable disparate. Voilà. Et d'ailleurs, ça donne ça m'avait donné, pour m'amuser au moins, des exemples raffinés, un peu jolis, si vous voulez. Si vous lisez la fable toute simple, Le loup et l'agneau, et que vous êtes familier en algèbre de la structure d'ordre, eh bien vous allez voir tout d'un coup que l'amont et l'aval dans un cours d'eau, c'est de la structure d'ordre, qu'un mélange ou un trouble est irréversible et c'est une structure d'ordre, que l'engendrement et la parenté, c'est de nouveau une structure d'ordre, que le pouvoir royal et la hiérarchie, c'est de nouveau une structure d'ordre, et du coup, on pouvait avoir une vision absolument unique de la diversité précisément qui était énoncée dans cette fable-là, et c'était simplement une analyse de type algébrique, si vous voulez, d'un élément de ce texte-là. Alors, vous voyez donc que maintenant, lorsque je pose la question de cette manière-là, je la pose de façon presque en dehors des catégories qu'a énoncées mon présentateur. C'est-à-dire, je me moque un peu que ce soit de l'objectif, que ce soit du subjectif, que ce soit du collectif, ou que ce soit, vous voyez, du cognitif. C'est-à-dire, voilà, c'est une vision du monde, voilà, globale, je me présente devant du disparate. Et c'est la vision de Leibniz. La vision de Leibniz ne distingue pas du tout entre le cognitif, parce que la monade, elle pense d'une certaine manière, elle a, etc. Et du collectif, oui, elle a des relations entre elles, ou de l'objectif, c'est un atome. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est une question qui se pose en bloc. Et alors, comment précisément Leibniz va résoudre la question de l'innombrable disparate, parce qu'il y a une infinité de monades et qu'elles sont toutes différentes. La monade de César n'est pas la monade de M. Gabaret, etc. Et donc, comment va-t-il résoudre la question de l'innombrable disparate? Alors, il a comme réponse à cette question la thèse de l'harmonie préétablie. Alors, qu'est-ce que c'est que la thèse de l'harmonie préétablie? C'est quand même très amusant, si vous voulez. Elle consiste à dire quand je parle à Christian Frémont, eh bien, vous croyez que je parle à Christian Frémont et que Christian Frémont me répond. Mais pas du tout, pas du tout. Leibniz dit quand je parle à Dieu, et Dieu transmet mon message à Christian Frémont, et quand elle me répond, Christian Frémont parle à Dieu, et Dieu me transmet le message. Alors vous allez me dire, c'est une solution extrêmement dépensière, puisque au lieu d'avoir une relation, je vais en avoir deux, n'est-ce pas? Et c'est donc une solution sans intérêt, puisqu'elle dépense plus que la perception le fait voir. Et alors, Leibniz, à ce moment-là, dit, bon, c'est très bien, mais supposons qu'on soit trois. C'est-à-dire qu'il y ait Christian Frémont et puis M. Gabaret en chose. Alors, dans ce cas-là, en effet, il y a 1, 2, 3 relations réelles, mais il va y avoir 1, 2, 3 relations avec Dieu. Ah, ça s'équilibre. Et tout d'un coup, dès le moment où il y a un peu plus de 2, la solution va équilibrer le problème. Mais ça n'a aucun intérêt. L'intérêt, c'est de voir que dès lors que vous avez 4 personnes en jeu, c'est-à-dire dans un dialogue réel, vous avez évidemment aussitôt 6 relations réelles, mais si vous passez par Dieu, vous en avez 4. Vous voyez ? Et si vous en avez 6, etc. Et donc, selon l'analyse combinatoire qu'il avait inventée, Cn2 est évidemment très rapidement supérieur à n dès que n est supérieur à 3. Et par conséquent, on peut démontrer mathématiquement, par le système dont j'ai parlé tout à l'heure, la rigueur, si vous voulez, de l'harmonie préétablie. L'harmonie préétablie est démontrable en rigueur au moyen de la géométrie et du calcul combinatoire. Mais alors, quelle est la solution de nouveau? Tout à l'heure, c'était un berger. Avec les Grecs, c'était un eidos, une forme, pour bloquer le disparate. Et maintenant, c'est un Dieu unique.
Et donc pour coaguler, pour cailler, c'est-à-dire pour maîtriser l'innombrable disparate, le problème est de passer par l'unité. L'unité de Dieu chez Leibniz, l'unité de l'eidos dans la tradition de la géométrie grecque, etc. Vous allez me dire, vous avez traité des questions cognitives, vous avez traité des questions, etc., mais parlez-nous quand même de questions politiques, parlez-nous quand même de sciences humaines, parlez-nous quand même du collectif. Alors, vous avez cité tout à l'heure mon travail sur Lucrèce, où ma question, la question que je posais n'était pas du tout la question du pluralisme, mais j'ai écrit un livre qui m'a beaucoup intéressé dans ma vie, qui est un commentaire que j'ai fait au plus près du premier et du second livre de l'histoire romaine de Tite-Live. Et en étudiant ces deux livres-là, j'ai été frappé, ébloui de la découverte réelle de Tite-Live sur ce point. Et cette découverte était très simple, c'est-à-dire que Tite-Live, pendant ces deux livres, est fasciné par un problème, c'est le problème du peuple. Tite-Live est un aristocrate, le peuple, population, n'est-ce pas ? Et ce peuple-là, pour lui, c'est la multiplicité comme telle. Et mon livre sur Tite-Live n'a que des chapitres sur la multiplicité ceci, la multiplicité là, la multiplicité. C'est une théorie des multiplicités. Et ça tombe très bien pour votre question. C'est-à-dire, c'est une théorie des grands nombres, une théorie de la multiplicité. Cette multiplicité, on ne peut pas la tenir. Évidemment, les aristocrates ne peuvent pas la tenir parce qu'elle est disparate, parce que tous les éléments sont différents. Et de nouveau, c'est le même problème. C'est le même problème que j'ai posé de façon cognitive, de façon, vous diriez, ontologique. Moi, je n'ose pas m'avancer vers de si grands mots. Et là, on l'a de façon aussi concrète, c'est-à-dire que faire devant une manif, que faire, et c'est la manif sans arrêt à Rome, vous le savez bien, la plèbe descend tout le temps, etc. Et alors, la réponse qu'il fait tout le temps à cette question concernant la multiplicité ou l'unité disparate, c'est « omnes in unum », le tout vers l'un. Enfin, c'est difficile à traduire, « omnes in unum ». Et il est tout le temps en train de faire voir comment cette multiplicité est obligée de passer par l'unité pour pouvoir être maîtrisée, pour pouvoir la maîtriser. Alors évidemment, il y a 1000 variantes de ça. Premièrement, il y a la variante sacrée, c'est-à-dire le lynchage ou le sacrifice humain. Alors Romulus va être découpé par tous les sénateurs au marais de la Chèvre, et chacun va prendre un morceau et va le mettre dans sa toge pour se cacher. Et donc là, vous voyez, il réconcilie les sénateurs autour du crime, autour de Romulus, et Tarpeia, par exemple, la Vestale qui a donné la victoire à Rome sur les Sabins, elle est récompensée par l'armée romaine parce que les armées romaines lui offrent, chacun légionnaire de l'armée romaine lui offre son bouclier, envoie sur elle un bouclier. Alors évidemment, elle est absolument lapidée sous le tas des choses, et à ce moment-là, la multiplicité fait, vous voyez, c'est le lynchage tel qu'il va être perpétré évidemment au Sénat sur le meurtre de César. Voilà une variante. La variante, on pourrait l'appeler sacrée, c'est pour le sacrifice. Il y a la variante organique, parce qu'au moment de la révolte de la plèbe, un patricien va arriver devant la plèbe et va lui raconter la fable de l'estomac, qui est reprise par La Fontaine et par tout le monde, c'est-à-dire que tous les organes du corps se concentre sur l'estomac, parce que l'estomac à la fois donne des forces et reçoit de chaque organe ce qu'il faut pour le... Donc par conséquent, une fois de plus, la totalité des organes ne peut être maîtrisée que par l'unique organe qu'on appelle l'estomac. Et puis, il y a la variante politique, évidemment. La plèbe fait la bêtise d'élire un tribun de la plèbe, et en élisant un tribun de la plèbe, on voit très bien qu'elle imite la ville qui
qui avait nommé ses pairs, évidemment, et donc elle fait la même bêtise, et elle résout évidemment par l'unité. Je pourrais ainsi donner toutes les variations de représentation, un discourant devant tous, et puis la variante économique, évidemment, l'argent comme équivalent général. L'argent comme équivalent général, c'est toujours omnes in unum, c'est l'unité fonde. Ah oui, mais tout d'un coup on s'aperçoit que, alors qu'il ne le dit jamais, et que comme il ne le dit jamais, personne ne voit qu'il le fait, Tite-Live fait, en termes politiques, la même découverte que les Grecs avaient fait en termes géométriques. C'est-à-dire, il a eu un problème de multiplicité, cette multiplicité est disparate, elle est difficile à maîtriser, et par conséquent, voilà, on prend l'unité. C'est-à-dire, ce qui était l'eidos dans la variante grecque géométrique devient l'omnes in unum dans les 2 premiers livres de Tite-Live, et de nouveau, la solution à la question comment maîtriser l'innombrable disparate, eh bien c'est toujours le même modèle, l'unité de Dieu, l'unité de la politique, l'unité du tribun de la plèbe, l'unité de l'eidos, l'unité omnes in unum. Voilà. Que ce soit, comment vous dites, ontologique, ou comment vous dites, épistémologique, que ce soit du domaine de la connaissance, du domaine de la réalité ou du domaine du collectif, c'est toujours pareil. Nous n'avons comme solution que l'unité qui caille, qui coagule. Oui, voilà. Alors, toute la question que nous avons à nous poser, nous, aujourd'hui, c'est peut-on se délivrer de ce schéma multiple ? Peut-on se délivrer du schéma pyramidal des Égyptiens qui est reproduit sur les rives de la Seine dans la forme de la tour Eiffel, hein ? Est-ce qu'on peut se délivrer de l'unité pour penser le collectif ? Et comment faire aujourd'hui devant l'immense marée, tsunami de données dont nous disposons, qui touche à la fois la physique nucléaire, l'astrophysique, la cosmographie, etc., mais aussi la politique et les données personnelles que nous avons déployées aujourd'hui. Alors, ça devient difficile. Tout le problème est s'échapper à la forme unitaire. Alors, je vais de nouveau prendre un exemple concret, un peu comme le berger tout à l'heure. J'envoie un chèque à ma banque pour payer le plombier. Et ce chèque est de 80 € et la banque va le prendre, l'échanger avec la banque du plombier, etc. Et c'est 80 € qui vont transiter. Mais sur ce chèque, il n'y a pas seulement 80 €. Il y a mon nom, mon prénom, non seulement mon prénom, mon adresse, d'autre part, ce pourquoi je paie le plombier, c'est-à-dire des travaux dans ma maison, etc. Et d'ailleurs, dès qu'on s'adresse à la banque du plombier, le plombier donnera son nom, son adresse, ce pourquoi il le fait, la date des travaux, etc. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que la transition du chèque va donner un nombre de données, de data tel qu'à partir de cette considération des données, peut-être l'argent est une donnée mineure par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il est peut-être plus intéressant pour la banque et quiconque d'autre de disposer des données concernant mon nom, mes relations, pourquoi j'ai fait le travail, etc., que de disposer de ces pauvres 80 €. Voyez ? Et donc là, il y a quelque chose qui se pose aujourd'hui où on se demande est-ce que par hasard il y a des choses qui aujourd'hui auraient plus de valeur que cet équivalent général ? Et que cet équivalent général qui est unique, unum, omnes in unum, ou eidos, la forme, ou l'équivalent général, et tout d'un coup, devant la multiplicité, le tsunami de cet innombrable disparate qu'on appelle les données. Et aujourd'hui, on est devant ce même problème qui me paraît intéressant, et qui est un problème financier, c'est-à-dire, est-ce qu'il y aura aujourd'hui quelque chose qui remplacera l'argent, hein, qui est évidemment juridique, c'est-à-dire qui est le propriétaire de ces données? Est-ce que c'est la banque qui sera la propriétaire de ces données? Est-ce que ce sera Google qui est justement le support
etc. Est-ce que ce sera moi, parce que c'est quand même mes données, et est-ce que ce sera le plombier, et ainsi de suite. Et par conséquent, c'est un problème politique. Comment définir une société qui est liée par un élément nouveau, qui a peut-être plus de valeur que les éléments classiques. Alors, comment résoudre cette question? Et cette question est aujourd'hui posée, elle se pose vraiment de façon intéressante. Alors là, j'ai fait venir mon plombier, décidément j'avais fait venir mon berger, le plombier. Je vais faire intervenir maintenant mon héroïne préférée, qui a pas mon âge évidemment, qui est beaucoup plus jeune que moi et que j'adore, et qui s'appelle Petite Poussette. Et Petite Poussette, elle a en main un objet qui s'appelle son portable. Et cette petite poussette tient en main. Et tout à l'heure, j'ai tenté de vous faire voir que quand nous parlons, nous sommes attentifs au sens que nous émettons, mais nous sommes rarement attentifs aux mots que nous utilisons. Et étiez-vous attentifs au sens réel du cogitare, n'est-ce pas? Et que cogitare évoquait précisément tout d'un coup le problème pastoral, agro-pastoral. Vous voyez. Et là, Petite Poussette, quand elle tient en main son portable, elle m'a fait découvrir que je ne savais pas ce que je disais quand je disais maintenant, le temps réel. Le temps réel. Quand je dis maintenant, tout le monde croit que je fais allusion aux choses qui se passent entre nous et qui sont présentes là. Mais non, maintenant, ça veut dire tenant en main. Maintenant, tenant en main. Et ce qu'elle tient en main, Petite Poussette, est intéressant. Et je l'interroge, mais que tiens-tu en main maintenant, en temps réel? Et ce qu'elle tient en main, c'est très simple. Elle tient en main l'espace. L'espace, même des endroits où elle n'est jamais allée, par le GPS ou par Google Earth, etc. Elle tient en main l'espace. D'ailleurs, attendez, elle avait autrefois une adresse. Et cette adresse était 40 boulevard de la République, je ne sais pas quoi. Et cette adresse est un code qui se réfère à un espace donné. Et cet espace donné est un espace découpé selon les départements, les villes, et en gros, c'est l'espace cartésien par abscisse ordonnée, mieux encore l'espace euclidien, mieux encore un espace métrique. Mais à cette adresse-là, elle ne reçoit plus que de la publicité qu'elle met comme vous et moi à la poubelle tous les matins. Mais les vrais messages, elle les reçoit sur michel.serre@douanadou, c'est pas le bon évidemment, ou sur 06, etc. Et par conséquent, cette adresse-là, 06, etc., ou michel.serre, à quel espace fait-il allusion? À un espace qui n'est plus du tout un espace métrique, attention, et ça va supprimer peut-être l'AIDOS, cette affaire-là, qui n'est plus du tout un espace métrique, puisque je peux appeler n'importe où à n'importe qui, où qu'il soit. Où que je sois, je peux appeler n'importe qui, où qu'il soit. Voilà l'espace en question. Et cet espace, c'est un espace, il y a des mathématiciens dans la salle qui s'appelle l'espace topologique, c'est-à-dire l'espace de voisinage. Ne dites pas que cet objet-là a réduit les distances, il les a annulées. C'est-à-dire nous vivons dans un nouvel espace qui est l'espace de voisinage. Enfin bref, Petite Poussette tient en main les lieux et une nouvelle variété d'espace. Elle habite une nouvelle variété d'espace. Deuxièmement, elle tient en main toutes les données du monde avec Wikipédia et autres moteurs de recherche. Elle peut taper n'importe quoi. Philippe Descola, dans quel livre dit-il analogisme, n'est-ce pas? Et puis, troisièmement, elle tient en main autre chose qui est intéressant et que vous connaissez peut-être moins bien, c'est qu'il y a 15-20 ans à peu près, les mathématiciens spécialistes de statistiques avaient posé un problème intéressant qui m'intéresse beaucoup, si vous voulez. Ça consiste à dire en combien de coups de téléphone n'importe qui dans le monde peut appeler n'importe qui. En combien de coups de téléphone n'importe qui, vous et moi passant rue d'Ulm, peut appeler n'importe qui en Nouvelle-Zélande ou au Labrador, n'importe qui au hasard. Et il y a 15, 16, 17 ans, la réponse était 7, 8 coups de téléphone. Et aujourd'hui, avec avec Facebook, etc., tous les grands connecteurs, la réponse est 4, 4,35. C'est-à-dire en 4 coups de téléphone, n'importe qui dans le monde peut appeler n'importe qui. Et par conséquent, elle tient en main les lieux, avec l'espace, elle tient en main les informations, et elle tient en main
Tout le monde. Et par conséquent, j'ai l'impression que la devise de Petite Poucette serait désormais, toujours pour répondre à votre question, maintenant tenant en main le monde. Ça c'est bien, hein. Maintenant tenant en main le monde. Maintenant tenant en main le monde. Et la question que je poserai volontiers, ce serait la suivante. Qui dans l'histoire pouvait dire maintenant tenant en main le monde? Qui? Eh bien, des unités exceptionnelles. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, Auguste, empereur de Rome, à qui Corneille d'Ancina fait dire « je suis maître de moi comme de l'univers hein. ». Oui, lui, peut-être Louis XIV, roi Soleil, peut-être un milliardaire chinois ou russe ou américain aujourd'hui, des personnes exceptionnelles. Aujourd'hui, 3,750 milliards de petites poussettes peuvent dire maintenant tenant en main le monde. Voilà la réponse à votre question. La réponse à votre question, c'est-à-dire l'unité a explosé. Vous entendez ça? C'est-à-dire que cette unité qui dans l'histoire s'appelait Auguste, qui s'appelait Louis XIV, qui s'appelait l'URD, etc., elle est égale à 3,750 milliards de petites poussettes qui maintenant tiennent en main cet objet. N'est-ce pas? Alors c'est virtuel, tout ce que vous voudrez, mais enfin c'est quand même un événement concret qui me permettrait de dire aux Normaliens aujourd'hui, soyez gentils, reconstruisez-moi un système politique à partir de ça. Ça, reconstruisez-moi donc, puisque vous n'avez pas su le faire au XXe siècle, il n'y a pas eu de système politique nouveau, alors qu'il y en avait eu tant au XIXe, et sans doute à cause de l'engagement politique, bien sûr. Mais enfin, on n'a pas su le faire. Maintenant, c'est le moment de se mettre au travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, étant donné cet événement, ben voilà, il y a un système à reconstruire, puisque précisément, l'omnes in unum n'est plus de mise, n'est-ce pas? Enfin, il est encore de mise, bien sûr, mais il y a du nouveau, il y a du nouveau dans l'omnes, il y a du nouveau dans l'innombrable disparate, et ce nouveau dans l'innombrable disparate, on a l'espoir qu'il ne soit plus résoluble avec les moyens traditionnels que je viens de citer, qui vont des mathématiques, si vous voulez, à la formulation politique. Alors je pourrais m'avancer peut-être un petit peu plus dans cette question. Ça, c'est ce que j'essaie de penser, si vous voulez, de manière concrète, avec des exemples les plus concrets possibles. Mais pour revenir à la distinction cognitive-collective, objectif, vous savez, que j'avais donnée tout à l'heure, j'ai envie de parler d'un autre terme qui m'intéresse beaucoup et que je définirai tout à l'heure. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire pour associer le monde en question. Bactéries, champignons, baleines, séquoias, nous ne connaissons pas d'être vivant qui n'émet pas d'information, qui ne reçoit pas d'information, qui ne stocke pas d'information, qui ne traite pas d'information. Tous les êtres vivants sont soumis à ces 4 règles. Émettre de l'information, recevoir de l'information, stocker de l'information, traiter de l'information. Et ces 4 règles sont si universelles dans les êtres vivants qu'on a immédiatement la tentation de définir la vie par ces 4 règles. Or, pas du tout, parce que les contre-exemples surabondent. On ne connaît pas d'objet inerte, une particule, un atome, une molécule, un cristal, une roche, un continent, une planète, une étoile, une galaxie, dont on ne puisse pas dire qu'elle émet de l'information, qu'elle reçoit de l'information, qu'elle stocke de l'information et qu'elle traite de l'information. Et si c'est vrai du vivant et tous les objets inertes, je peux sans doute définir le monde, alors ce que vous appelez ontologie, je crois, etc., comme ça. Mais non, pas du tout, parce que je ne connais pas d'unité humaine, un corps humain, une famille, une ferme, un village, une nation, dont on ne puisse pas dire qu'elle émet de l'information, qu'elle reçoit de l'information, qu'elle traite de l'information, qu'elle stocke de l'information. Donc les 4 règles d'émettre, de recevoir, de stocker, de traiter de l'information sont universelles. Et cette information, il faut la définir, hein, attention. Je ne veux pas
vous induire en erreur. Cette information, ça n'a rien à voir avec l'information usuelle que vous recevez dans les médias. Et dans les médias, d'ailleurs, dans les médias qui sont tous définissables par omnes in unum, n'est-ce pas? C'est-à-dire très peu d'émetteurs et beaucoup de récepteurs. Des unités d'émission et une grande quantité, c'est-à-dire le schéma le plus ancien possible, dont il faut se défaire à tout prix. Non, l'information là, c'est pas cette information-là qui est d'une façon répétée, etc., et sans intérêt. C'est l'information au sens de Brillouin, au sens de la thermodynamique, au sens de la négantropie, c'est-à-dire ce qui est exceptionnel dans les petites énergies. Et c'est ça, cette information rare, que les vivants, que les objets inertes et que les êtres humains échangent entre eux. Et donc, qu'est-ce que ce monde-là? Eh bien, là aussi, je n'ai pas à traiter du problème du réductionnisme, etc. Non, pas du tout. Parce que si dans le monde, si dans les vivants, si dans les humains, nous échangeons sans cesse cette unité-là qu'on appelle l'information, eh bien, le problème de la matière, etc., m'intéresse assez peu, puisque finalement, tous les objets sont à la fois énergie lourde et énergie légère, énergie rare et énergie, etc., c'est-à-dire traitable de manière à la fois énergétique et informationnelle. Très bien. Par conséquent, là aussi, je me fous de l'ancien problème. Et donc, le nouveau monde, c'est ça. C'est un échange extraordinaire d'énergie dure et d'informations douces. Des échanges multiples d'énergie dure où il n'y a pas du tout d'unité. Et ce monde-là, tenez, je vais vous le raconter. Ce monde-là que je découvre et que j'ai passé toute ma vie à découvrir, je vais vous le faire voir. Sous le coup de cet éblouissement qui résulte d'un retour subi à la lumière, les deux héros se crurent tout d'abord en proie à une sorte d'hallucination extatique, tant le spectacle qui s'offrit à leurs yeux était à la fois splendide et inattendu. Tous deux se trouvaient au centre d'une caverne immense. Le sol en était couvert d'un sable fin pailleté d'or. Sa voûte, aussi haute que celle d'une cathédrale gothique, se perdait dans des profondeurs insondables au regard. Les parois de cette substruction naturelle étaient tapissées de stalactites, d'une variété de tons et d'une richesse inouïe, sur lequel le reflet des torches jetait des feux d'arc-en-ciel, mêlés à des embrasements de fournaises et à des radiations d'aurore boréale. Rochers d'améthyste, murailles de sardoine, banquises de rubis, aiguilles d'émeraude, colonnades de saphir, profondes et élancées comme des forêts de sapins, icebergs d'aigues marines, girandoles de turquoise, miroirs d'opale, affleurements de gypse rose et de lapis-lazuli aux veines d'or, tout ce que le règne cristallin peut offrir de plus précieux et de plus éblouissant avait servi de matériau à cette surprenante architecture. Plus loin, un lac artificiel formé d'un diamant de 20 mètres de long, enchâssé dans le sable, semblait une arène toute prête pour les ébats des patineurs. Des palais aériens de calcédoine, des kiosques et des clochetons de béryl et de topaze, s'entassaient d'étage en étage jusqu'au point où l'œil, lassé de tant de splendeur, se refusait à les suivre. Enfin, la décomposition des rayons lumineux à travers ces milliers de prismes, les feux d'artifice d'étincelles qui éclataient de toutes parts et retombaient en gerbes, constituaient la plus étonnante symphonie de lumière et de couleurs dont le regard de l'homme put être ébloui. Voilà le monde tel quel. Voilà le monde que je vous ai décrit, c'est-à-dire le monde où la totalité des existants est émetteur de lumière et échange des informations avec la totalité du reste des existants. Et ce texte est tiré d'un auteur philosophique très très profond, un métaphysicien extraordinaire qui s'appelle Jules Verne.
dans un roman peu connu qui s'appelle L'Étoile du Sud, où les gens sont à la recherche des diamants et trouvent la grotte originaire d'où sortent toutes les pierres précieuses. Et là, vous avez la caverne, ma caverne, qui est exactement le contraire de la caverne platonicienne. La caverne de Verne est exactement le contraire de la caverne platonicienne, parce que Platon chante la gloire d'un seul soleil quand on sort de la caverne, et qui est le jour, etc. On sort de l'ombre de la caverne, alors que dans la caverne que je vous ai donnée, le regard se perd comme au milieu d'un ciel étoilé, et comme si des lueurs nocturnes éblouissaient le penseur. Et cela me fait penser à un mot sur lequel je voudrais finir, c'est qu'il y a dans la philosophie traditionnelle un amour inconsidéré de la lumière. Et cette lumière, c'est le modèle excellent de la connaissance. C'est vrai chez les Grecs, c'est vrai à l'âge des Lumières, etc. Et évidemment, on dit que la lumière chasse les ténèbres. Et quand on dit que la lumière chasse les ténèbres, on ne sait pas ce qu'on dit. Parce qu'on n'a jamais vu les ténèbres chasser la lumière, jamais. La bougie la plus faible possible chasse immédiatement les ténèbres. Et on n'a jamais vu la nuit chasser le jour. On avait toujours vu le jour chasser la nuit. Et du coup, le jour platonicien fait croire à l'unicité du vrai, à l'unicité de la vérité. Et j'aimerais demander aux astrophysiciens ce qu'ils pensent aujourd'hui du soleil platonicien ou du soleil du roi soleil. Bien voilà, c'est une naine jaune proche de sa nova, n'est-ce pas? Alors voilà, je dirais volontiers non aux nains jaunes. Et donc, je crois qu'en réalité, la pensée et notre monde ressemblent beaucoup plus à la nuit qu'au jour. Et que le modèle de la connaissance, c'est la nuit, et non pas le jour. Pourquoi? Parce que chaque étoile brille comme un diamant, le diamant de la caverne dont je vous ai parlé, que chaque galaxie ruisselle comme un ruisseau de perles, comme dans la caverne dont je vous ai parlé, et que chaque étoile renvoie à l'étoile voisine les lueurs qu'elle en reçoit, comme je l'ai dit, de l'information. Et par conséquent, le savoir authentique, la science authentique, la pensée authentique foisonne de résultats et d'intuitions par millions, et par millions du point de vue de la quantité, et par différence du point de vue du disparate. Et cette pensée authentique se réfère à de multiples repères, comme ils s'en forment des constellations dans la nuit. C'est exactement de cette façon-là. Et de toute façon, cette constellation-là, et ces constellations, et cette nuit, et ces étoiles, changent avec le temps, comme le grand récit de l'univers. Et par conséquent, j'ai confiance dans ce mouvement-là, de sorte que les étoiles nouvelles apparaissent et disparaissent comme les vérités de la science dans son histoire. Et par conséquent, toutes ces lumières-là brillent sur le fond du non-savoir, et ce qui est tout à fait naturel, sur le fond du non-savoir, ou sur le fond de galaxies qui ne sont pas encore apparues. Et du coup, qu'est-ce que le savoir platonicien, sinon de l'idéologie cruelle, qui nous ramène toujours à une unité? C'est le soleil, n'est-ce pas? Et bien, elle nous fait croire qu'il n'y a qu'une vérité. Eh bien, c'est ça l'idéologie. Tandis que la nuit me fait voir que les vérités sont multiples, qu'elles sont chatoyantes, qu'elles sont toutes différentes, que l'étoile Antares ne brille pas comme Arcturus, et qu'Arcturus ne brille pas comme Antares, et ainsi de suite, que Rigel et Bételgeuse sont rouges et bleus, et l'autre s'appelle la tête de Méduse parce qu'elle a plusieurs couleurs. Et par conséquent, c'est ça le savoir, c'est ça le modèle des vérités. Et par conséquent, du point de vue du pluralisme, là, nous avons précisément dans la nuit un multiple à grande population, un innombrable disparate qui est désormais mon repère et l'ensemble de mes repères. Et je dirais volontiers que la nuit pense, au sens de cogitare, au sens que j'ai donné au commençant, alors que le jour n'émet qu'une opinion, une seule opinion, qui ne m'intéresse plus. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cet exposé très stimulant. Et j'aimerais d'abord vous poser une question qui est double, en fait, sur à la fois la réalité descriptive et puis votre évaluation de ce phénomène que vous nous avez décrit, d'une sorte de pluralisation actuellement des moyens d'émettre, recevoir, stocker et traiter de l'information qui, si elle est essentielle aux êtres de notre monde, finalement est un moyen de pluraliser la multiplicité des êtres, hein, en quelque sorte, d'être soi-même. Non, c'est pas pluralisé, c'est plural. Oui. Et l'échange d'informations, c'est le monde. Et vous avez dit qu'il y avait une sorte d'évolution dans la modernité vers un moyen d'expression de cette pluralité plus grand. Ouais. Alors, je voulais d'abord vous demander, au niveau de la réalité descriptive, même si évidemment tout ça est très convaincant, mais si par exemple vous n'envisagez pas ces moyens de technologie, de liaison, comme justement un socle unique, disons, à la multiplicité des êtres, finalement une espèce de description unique du monde comme somme de relations, qui d'ailleurs passe par des moyens assez réduits, on va dire, des systèmes informatiques, des moyens de communication qui sont centralisés et qui d'ailleurs posent la question ensuite du contrôle de ces moyens de communication, oui, de l'espionnage, etc., de ce genre de choses. Enfin, je ne suis pas complètement qu'elles soient centralisées. Parce que lorsque le web a été inventé, non pas en Amérique, mais en France, enfin en Suisse, par le CERN, la question qui a été posée était tout à fait proche de la question que vous m'avez posée sur l'innombrable disparate. Et comme on sortait de la guerre à l'époque, la question qui était posée, c'est comment faire un système qui, quels que soient les dangers auxquels il est exposé, sera stable. C'est-à-dire supposer qu'il y a un bombardement atomique, qu'il y a une guerre mondiale, est-ce qu'on peut inventer quelque chose qui soit stable ? Et le réseau, ou la forme du web, a répondu à la question. C'est-à-dire, s'il est troué quelque part ou s'il est défendu quelque part, on peut toujours trouver des circuits vicariants, comme dans le cerveau, pour réparer cette affaire. Et par conséquent, l'idée du réseau, la forme du réseau, d'ailleurs, quand j'ai fait ma thèse sur Leibniz, il y a de ça plus de 50 ans, la forme que j'avais donnée à ma thèse, c'est une forme en réseau. C'est-à-dire, j'avais décrit un réseau, et j'avais découpé des points, j'avais découpé des soleils, j'avais découpé des formes, etc. Et c'est de la forme en réseau. Vous voyez ? Et la forme en réseau a ceci de particulier qu'elle n'est pas centrée. Elle peut être, si vous voulez, de temps en temps métastable. C'est-à-dire quand on appuie sur un réseau, ça réagit sur le reste du réseau. Mais précisément, elle n'est pas centrée. Et la forme est intéressante. Et d'ailleurs, lorsque les Romains ont inventé le réseau, et c'est même pas eux, c'est bien avant, ils se méfiaient du réseau des voies romaines. Et il faisait très attention parce qu'il savait que c'était un système non centralisé. Vous voyez ce que je veux dire ? Et par conséquent, je crois qu'en effet, le problème n'est pas la centralisation dans la forme du réseau, mais il est dans évidemment l'appropriation des données qui circulent sur le réseau. Voilà. Là, il y a un danger, et c'est précisément là ce qu'il faut travailler de façon politique aujourd'hui pour essayer d'avoir un nouveau droit sur cette question. Voilà. Et alors, au niveau de votre évaluation de ce phénomène contemporain que vous décrivez, j'ai l'impression que vous jetez dessus un œil plutôt favorable, que vous vous en félicitez de cette pluralisation ou de cette pluralité mieux exprimée. Mais alors, je voulais vous demander pourquoi longtemps, puisque vous l'avez exprimé à de nombreuses reprises, ça a été un problème qu'il fallait régler, que cette pluralité. Pourquoi on a utilisé les figures du berger, de l'édos, du dieu pour en faire une unité. Et finalement, vous avez beaucoup ironisé sur les questions ontologiques, mais au fond, elles se reposent à rien contre l'ontologie. Mais elles se reposent un peu à deux niveaux, c'est-à-dire si on l'a traité comme un problème, si aujourd'hui on accepte cette pluralité, est-ce que ça veut dire qu'à la base le monde lui-même est effectivement pluriel Le monde est comme ça. Et du coup, alors, les analogies, puisque vous avez dit que nous étions peut-être plus analogistes en fait que naturalistes. Mais c'est ça le monde analogique, c'est le monde de la caverne de Verne. Alors justement, ces analogies, est-ce qu'elles sont seulement du coup des approximations, des constructions que nous faisons au-delà de cette réalité? Est-ce que c'est le décalque de... Oui. Les mathématiques d'avant, elles ont pris cette forme d'eidos, c'est-à-dire d'unité,
Et peu à peu, à mesure que les problèmes se posaient et qu'on prenait de plus en plus conscience des grands ensembles, si vous voulez, des ensembles dont j'ai parlé tout à l'heure, la question s'est un peu déplacée. Elle n'est plus maintenant sur essayer de trouver une forme pour une pluralité, c'est où sont les ponts. Voilà. Et les mathématiques analogistes, qui sont toujours une réponse, à mon avis, au monde analogique, ou plutôt que le monde analogique, c'est le monde des mathématiques, est remplacé par une question qui commence avec Descartes d'ailleurs, qui est quel est le pont possible ou la relation possible entre l'ensemble des figures de l'espace et l'ensemble des nombres qui peuvent être traités par l'algèbre. La géométrie algébrique de Descartes, c'est ça. C'est un pont entre les... Tu vois ce que je veux dire ? Et à mesure que les mathématiques avancent, le problème de l'eidos va être remplacé par le problème de la relation. Tu vois ? Et c'est exactement la question qui se pose dans un monde analogique. C'est-à-dire, quelle est la relation qu'on peut faire entre des ensembles, etc., disparates. Voilà. Et finalement... C'est la relation qui compte. Voilà. Finalement, vous avez expliqué qu'il y avait presque un effet performatif aussi de nos catégorisations, que par exemple l'espace topologique de voisinage, était véritablement créé par nos moyens de le construire ou de le décrire. Donc cette pluralité, est-ce qu'elle est découverte par la construction ? Est-ce qu'on peut l'augmenter par des constructions humaines ? Quel est votre rapport par exemple au constructivisme et au réalisme là-dedans ou... C'est-à-dire, j'ai du mal à penser avec les catégories anisme. Oui, bon. Non, mais c'est vrai. Oui, effectivement, et votre propos est très riche en exemples concrets, plus loin des courants, oui, mais... C'est vrai que l'espace des voisinages a été mis en place, plus ou moins, par les machines en question. Mais que je sache, la géométrie topologique est née bien avant ces affaires-là. C'est-à-dire que l'espace des voisinages ou l'espace topologique est un espace inventé. Et il y a d'autres exemples que celle des machines. D'ailleurs, Poincaré, je crois, dans les dernières pensées, dit que l'espace topologique, ce n'est pas l'espace de la vision, qui est l'espace plutôt de la géométrie euclidienne, mais c'est l'espace du tact. C'est-à-dire on a de la difficulté. Les distances dans le tact ne sont pas les mêmes que les distances dans la vue. Oui. Donc il y a d'autres exemples que les machines pour définir des cas concrets, comme si c'était donné, non pas construit. Vous voyez donc que le fait si c'est donné et construit ne me paraît pas très intéressant comme question. D'accord. Alors, est-ce que peut-être, Louis Morel, qui est spécialiste des réseaux notamment, il étudie la pensée de Latour, peut-être aussi Pierrot, qui s'intéresse beaucoup Pierrot Séban, qui s'intéresse beaucoup à la topologie, aux mathématiques. Est-ce que vous avez des questions à poser dans la continuité de ce qu'a dit Monsieur Serre ? Bon, alors, je vais bien essayer de faire une relance plutôt qu'une question. Merci, oui. La mienne porterait en fait sur le fait que la notion de réseau ou la notion de relation qui a été mobilisée implique, je ne pense pas que ce soit dans votre propos, mais ça, dans une forme de connotation, quelque chose de l'ordre de la paix. De l'ordre de la relation, c'est une manière d'être ensemble, une manière de cohabiter. D'accord. Voilà. Et ce qui était très intéressant dans la façon dont vous avez caractérisé les procédures d'unification, d'unité, c'est qu'elles recouraient d'une manière ou d'une autre, explicitement ou implicitement, à une forme de violence. Parce que le lynchage, c'est une forme de violence. Violence épée, oui, c'est ça. Voilà. Oui. Et ça, je veux bien répondre là-dessus. C'est même passionnant. Et lorsqu'on conçoit l'univers en réseau, il n'y a effectivement pas de centre, mais il y a des nœuds. Et les nœuds sont des points de contrôle. Exact. Et des points de passage. Mais... Voilà. Mais qui peuvent aussi. Mais pas des passages obligés. On peut contourner. Mais qui peuvent être aussi des passages, des points d'obstruction. Ouais. Et donc ma question, ma demande, ce serait celle de savoir comment est-ce que on ne se perd pas dans la contemplation de la nuit étoilée. Comment est-ce que on peut
ressaisir les formes de conflictualité et les formes de dissensus à partir de cet éclatement primordial. C'est-à-dire que le disparate, ça n'est pas la paix, c'est aussi des oppositions. Voilà. C'est une question, en effet, tout à fait primordiale, qui me touche d'autant que j'ai écrit un livre qui s'appelle « La guerre mondiale » et que je suis d'une génération qui a connu, par mon père, la guerre de 14 et précisément la guerre de 36 en Espagne, et puis la Seconde Guerre mondiale, puis les guerres coloniales, puis le conflit de Suez. C'est-à-dire que dans ma vie, à partir de ma naissance jusqu'à 30 ans, c'était la guerre, tout le temps la guerre. Et que par conséquent, je suis devenu philosophe à cause d'Hiroshima. Par conséquent, pour moi, les problèmes de la violence et de la paix sont centraux. Et par conséquent, je vous remercie beaucoup de poser cette question, parce qu'en effet, c'est une question qui me paraît majeure. Alors je voudrais commencer par des faits très simples, qui consistent à dire que, mesdames, messieurs, nous sommes en paix depuis 65 ans en Europe, et que ça n'est pas arrivé depuis la Pax Romana, depuis la guerre de Troie. Oui. Ça n'était pas arrivé depuis plusieurs siècles. Et que lorsque je me réveille le matin et que je me rase, je dis « nous sommes en paix ». Et vous qui êtes en paix, vous ne vous le dites pas. Pourquoi ? Parce que la guerre, c'est la mémoire et que la paix, c'est l'oubli. Quand on est en paix, on oublie qu'on est en paix. Et cet oubli est considérable. Et le voici. Alors, je vous demande instamment, quand on rentrerait chez vous, maintenant si vous avez votre ordinateur, de taper sur l'ordinateur « cause de mortalité dans le monde ». Cause de mortalité dans le monde. Et vous avez là un tableau avec décroissant, avec les causes les plus importantes de mortalité. D'ailleurs, vous pouvez vous y référer puisque vous avez un ordinateur. Que dans le monde. Et les chiffres sont de l'ONU, de l'OMS, etc. C'est-à-dire c'est des chiffres officiels et mondiaux. Et vous avez évidemment des chiffres de maladies tropicales, etc., d'accidents de la route, qui est un des causes majeures de mort dans le monde. Quel est le dernier chiffre de ce tableau tel que ceux qui ont établi ce tableau le considèrent comme négligeable? Le dernier, c'est violence et guerre. Or, les médias vous annoncent des guerres et de la violence tous les matins à la une. Donc, ils mentent ontologiquement. Ils mentent. C'est-à-dire, il y a deux sortes de mensonges. Il y a le mensonge du point de vue du sens de la chose dite et du point de vue du sens au sens de la direction. C'est-à-dire, on cul par-dessus tête. C'est-à-dire, nous sommes en paix mondialement et même le chiffre ça y est, je suis vieux, je cherche un mot très simple. Quand on a fait les tours de New York, on appelle ça comment ? Le terrorisme, pardon. Les chiffres du terrorisme apparaissaient dans cette liste il y a 3 ou 4 ans, et peu à peu, ils ne sont plus là, ils étaient zéro. Or, je crois que les États-Unis dépensent un pourcentage très élevé du PNB à lutter contre le terrorisme, c'est-à-dire contre rien. Vous ne le savez pas. Et c'est ça la paix. Nous sommes en paix dans l'Occident et mondialement, et nous ne le savons pas. Ça me paraît majeur. Vous voyez ? Alors évidemment, il y a des accidents beaucoup plus graves, il y a le fait que l'économie fait des misérables, etc. Il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui ont faim. Oui, ça c'est d'accord. Mais du point de vue de la guerre, absolument parlant, des guerres symétriques, etc., il n'y en a plus. Il n'y en a plus depuis longtemps. Par conséquent, le problème de la paix n'est pas un problème, c'est une solution en place. Et ça, c'est pas inintéressant. Et ça serait intéressant de savoir quelle est la cause de cette affaire-là. Alors on peut varier sur la cause, mais le fait que nous soyons tous en communication plus ou moins partout n'est peut-être pas une cause indifférente sur ce résultat-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Le fait que Petite Poussette a des amis maintenant, désormais, à la fois au Labrador et à Nouvelle-Zélande, et elle ne sait plus qui tuer. Vous voyez ? Et que peut-être la violence qui nous reste résiduelle à travailler, c'est la violence privée. C'est-à-dire la violence qui fait qu'une femme sur deux meurt. Une femme meurt tous les 2 jours en France sous les coups de son mari ou de son amant, et qu'un enfant meurt toutes les semaines sous les coups de ses parents. Ça, c'est la violence privée. Et celle-là, oui, c'est un vrai sujet. Mais aujourd'hui, les problèmes, vous voyez,
Réveillez-vous. Réveillez-vous. Voilà ce que je dirais sur la paix. Alors, c'est intéressant, je le répète, de savoir quelle est la cause. Alors, la cause, c'est peut-être la bombe atomique, j'en sais rien, mais peut-être quand même les réseaux dont nous parlons. Les réseaux qui sont des... Hermès. Hermès, qui est le dieu des communications, il a besoin de la paix pour que le marché soit en place. Possible. Voilà. Mais enfin bon, dans la vérité lucide qu'on a à avoir sur le monde contemporain, on peut dire, que nous sommes en paix et que peut-être la raison est celle que vous dites. Alors, Pierrot Séban ou peut-être Robin Burrols, qui est spécialiste de photographie et des nouvelles technologies, vous avez quelque chose à rajouter, une remarque, une question, avant qu'on passe aux questions du public? Moi, j'ai bien envie de poser une question qui est vraiment une question pour la peine mais qui est peut-être beaucoup trop large pour être abordée dans le cadre de la conférence d'aujourd'hui, et qui parle un peu d'un et de multiple. C'est que si... ce que vous avez l'air de dire, c'est que l'ensemble de toutes les multiplicités du monde, et que ce soit le monde extérieur à l'humanité ou le monde de notre humanité, si tout cela peut être rassemblé dans l'idée que tout être émet, stocke, reçoit et traité de l'information. Donc on a effectivement une unité, un trait qui permet de caractériser un trait universel, un trait qui permet de caractériser l'ensemble des êtres. Et à partir de là, j'aimerais simplement demander, mais à ce moment-là, c'est beaucoup trop large, c'est quoi cette information? C'est quoi le... Ah oui, mais... Comment est-ce qu'on définit le trait universel? Oui, j'ai tenté de répondre à cette question. Mais il faudrait rentrer dans le détail, mais on peut rentrer dans le détail, ça ne me dérange pas. C'est-à-dire qu'au cours du XIXe siècle, les questions de l'énergie ont été posées après la révolution industrielle et après le mémoire de Carnot sur les machines à vapeur. Et que peu à peu, il y a eu une science qui s'est mise en place, qui s'appelait la thermodynamique, qui est passée par la thermodynamique statistique, etc., et qui a donné des théorèmes importants, etc., tout le monde les connaît. Et à partir de milieu du XXe siècle, des gens qui étaient spécialistes de théorie des communications, Shannon par exemple, se sont mis à étudier les questions de bruit de fond d'abord, et puis aussi se sont mis à étudier les questions afférentes à l'énergie sur cette question. Et Léon Brillouin, le physicien français, a publié en 1949 un livre qui a été ma Bible pendant très longtemps, et qui l'est encore à certains égards, qui s'appelle « La science et la théorie de l'information ». Et c'est là qu'il fait une découverte qui me paraît majeure pour notre temps, c'est-à-dire qu'il dit toutes les énergies sont obligatoirement liées au second principe, c'est-à-dire liées à l'entropie, c'est-à-dire qu'il y a une dégradation de l'énergie, mais il y a une exception à cette affaire, c'est-à-dire qu'il peut y avoir à un certain moment acquisition d'énergie, et on appelle ça la négantropie. Eh bien, cette négantropie-là, c'est la définition même de l'information. C'est-à-dire il appelle l'information la négantropie, c'est-à-dire ce qui précisément échappe aux questions. Alors, nous avons besoin d'un notion d'information, évidemment, puisque d'un côté, vous avez une vision du monde où l'énergie se dégrade, c'est-à-dire nous allons vers la mort et le froid, comme on dit, et d'autre part, il y a quand même la vision de Darwin, où au contraire, le vivant est toujours en évolution vers la plus grande complexité. Et ça posait un problème à la thermodynamique. Et le problème a été résolu précisément par la théorie de l'information. Et c'est pour ça que dans Westlife, Schrödinger dit le vivant, précisément, c'est l'information. Et qu'à peu près toute la biochimie en ce moment-là, voilà ce que c'est que l'information, tout simplement. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec l'information telle que nous l'apprenons dans le poste, qui est évidemment le contraire. L'information au sens de Brillouin, qui est la négantropie, est proportionnelle à la rareté, c'est rarissime. Tandis que ce qu'on apprend dans le poste, l'information, c'est la répétition absolue, toujours des mêmes choses. Vous pouvez éteindre le poste, vous ne perdrez rien. Bonjour. Bonjour. Monsieur Serre, et merci d'être venu ici, que l'on peut vous entendre la voix que l'on connaît dans vos livres,
de l'avoir votre voix devant nous. Je suis historienne de l'art, Doris van Draten. Je travaille dans la tradition de Warburg, donc être analogiste, c'est un peu mon métier. Et j'ai une grande question par rapport à votre définition de paix aujourd'hui. Parce que je ne vis pas vraiment la paix quotidiennement. Si je vais à l'aéroport, je suis terrorisée, je me sens persécutée par les contrôles. Et j'ai l'impression qu'effectivement, et j'ai réfléchi beaucoup là-dessus, si à l'aéroport, par exemple, we are not fulfilling the law of the other, est-ce qu'à l'aéroport, on n'est pas en train d'obéir à la loi des terroristes ou à notre incapacité d'avoir réagi aux terroristes? Parce que les contrôles que l'on doit subir, on pouvait aussi ne pas les subir. Parce qu'au moment des attentats à Londres, est-ce qu'on était vraiment aussi idiots de vouloir supprimer les liquides de nos valises parce qu'effectivement, on croyait que nous, on pouvait reconstruire une bombe. C'est quand même complètement absurde. À l'époque, moi j'étais à l'aéroport pour aller à New York au moment qu'il y avait l'attentat. Ah oui, pardon. Au moment qu'il y avait l'attentat. Et on avait contrôlé les bananes. On devait rendre nos lipsticks. Peut-être les plus jeunes d'entre vous n'ont même pas vécu ces moments-là. Mais ça, c'est la guerre. Ah oui. Et si vous avez... la première fois que excusez-moi, juste une phrase. Si vous avez l'expérience et la mémoire tue parfois, la mémoire silencieuse de la persécution de mes parents, vous passez des moments d'angoisse de mort. Tout simplement. Je viens encore de l'expérimenter. Oui, merci de la question. Vous savez, je vais vous rassurer, vous souffrez beaucoup de ce qui se passe dans les aéroports. La première fois que je suis allé aux États-Unis, il n'y avait pas d'avion, je suis passé par le bateau, et le douanier sur le Pier 94, où je passais, m'a posé la question « Have you cheese ?» Et ça, c'est dangereux comme tout, puisqu'il y a des germs dans le cheese. Vous voyez, c'est-à-dire que la société est tellement imbécile, n'est-ce pas, qu'elle a toujours un temps d'inertie énorme par rapport à l'état des choses. Ben, d'ailleurs, c'est plus général que ça. C'est-à-dire, nous vivons dans des institutions, dont celle-là, nous vivons dans des institutions qui sont tellement décalées par rapport à la société d'aujourd'hui qu'on peut se dire qu'elles ont été créées à une époque où le monde n'était pas ce qu'il est devenu. Et donc, l'inertie est énorme. L'inertie est énorme et la société n'a presque plus rien à voir avec les institutions sous lesquelles elle vit. C'est ça mon idée. Alors, bien entendu, vous avez des questions comme ça. Vous savez, ne pas porter de liquide, c'est pas vraiment la guerre. Hein. Pour quelqu'un qui a connu la guerre, c'est pas vraiment une blessure importante. Mais enfin bon, je suis d'accord avec vous. Mais il y avait, à l'époque où je suis passé en bateau, c'était la guerre des microbes, n'est-ce pas? C'était le fromage. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé votre intervention. Mais en fait, je suis actuellement là perplexe à la fin. Perplexe. Et en fait, je me suis dit peut-être, lorsque vous avez parlé de la notion de paix, c'est vrai dans cette salle où vous vous adressez aux Européens et vous avez dit, tout le matin, vous vous levez et vous regardez dans le miroir et vous dites que nous sommes en paix. Et moi, donc, je me retrouve dans cette salle. Là, je parlais avec beaucoup d'émotions. Je suis tout à fait émue parce que moi, lorsque je me regarde dans le miroir tous les matins, je dis que je suis ici parce que j'ai survécu au génocide de Rwanda. Donc, je suis du Soudan. Et donc, il y avait la guerre et j'ai survécu au génocide de Rwanda. Et actuellement,
je suis loin de mon pays, il y a la guerre au Sud-Soudan. Donc, lorsque je me regarde dans le miroir tous les jours, je ne suis pas en paix. Oui, je suis d'accord avec vous. Évidemment, je déplore tout à fait ce qui est passé au Rwanda. Mais la question, la réponse que j'ai donnée, c'est vraiment des chiffres mondiaux. C'est-à-dire, quand vous aurez les causes de mortalité dans le monde, je n'ai pas simplement dit que nous étions en paix en Europe, ce qui est vrai, mais c'est dans le monde que j'ai donné le chiffre-là. Bien sûr, comment vous dire, ça paraît très cruel de dire ça, mais c'est vrai que, bon, il y a eu les massacres du Rwanda et je m'incline devant les victimes. Mais c'est une question statistique que je pose. Oui. Excusez-moi. Non, mais c'est pas le Rwanda. Oui. Je parle du Soudan. Du Soudan, c'est la même chose au Soudan. Oui, j'avais entendu Rwanda. D'accord. Oui. Oui, ça je sais. Oui, je sais. Alors là, il faudrait distinguer en effet les guerres symétriques et les guerres civiles, etc. Monsieur. Je voulais intervenir sur 2 points. La première sur Petite Poucette, qui tient en main la totalité du monde. Enfin, ce qu'elle tient en main, elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas ? Elle ne le connaît pas, elle ne le sait pas. Elle a des milliards de... Permettez-moi de développer légèrement. Elle a des milliards de pages sous la main. Oui. Beaucoup de milliards lui sont inaccessibles, incompréhensibles, dans une langue qu'elle ne peut pas maîtriser. Oui. Ça peut être des sciences auxquelles elle ne comprend rien, des langues qu'elle ne connaît pas, etc. Oui. Le plus souvent, l'usage intensif de cette maîtrise, de cet appareil, lui devient plutôt pour elle-même une aliénation, une espèce de dépendance, une suppression de sa liberté, puisqu'elle devient effectivement addictive au sens vraiment pathologique du terme. À l'intérieur de cet élément, j'aurais introduit le coagéré, le coagéré initial. Le coagéré, c'est-à-dire c'est lorsque le berger mène son troupeau, il réalise en un seul acte, un acte de compréhension et un acte d'action. Ici, donc, il y a une unité entre la pensée et l'agir. Oui, celui qui a dans sa main, celui qui a dans sa main un ordinateur ne peut pas agir sur son destin. Prenez aujourd'hui, nous sommes dans une époque où la pollution chimique de la planète met en danger la survie de l'espèce humaine. Tous les hommes le savent. Cette vérité qui concerne notre devenir n'a aucun effet sur l'action des hommes. Parce que pour qu'elle ait un effet, il faut que les hommes fassent violence à leurs habitudes et se décident effectivement de modifier leurs habitudes. Donc, si vous voulez, cette maîtrise est une maîtrise illusoire pour ces 2 raisons, qu'on n'agit pas sur le monde et qu'on n'a pas une maîtrise sur la totalité. À l'intérieur de cette question, vous avez dit qu'on pouvait la structurer en un espace topologique. La structure topologique, la structure en espace topologique, c'est toujours la donnée d'un ensemble qui est déterminé et un ensemble d'ouverts. On sait que les topologies vont de la plus fine à la plus grossière, de la topologie discrète à la topologie grossière. Bon, est-ce qu'il est possible de structurer cet espace en espace topologique, sachant qu'il est indéfiniment, de manière indéfinie, quoique les pages sont en nombre fini, en développement, en une évolution qui n'est pas toujours maîtrisable, ni classifiable, quelle est la structure de l'espace topologique que vous pourriez indiquer? Ça, c'est mon premier volet. Le deuxième. Oui. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure. Il y a déjà 14 questions dans votre... Permettez. Ça va faire beaucoup. Répondre et puis vous posez la deuxième partie ensuite. Oui, parce qu'elle est très importante. Oui, d'accord. Mais comme il y a 14 questions, je vais être un peu perdu. Hein. La première question que vous posez, c'est être perdu dans un ensemble d'informations. N'est-ce pas? Et c'est une question, en effet, que tout le monde pose aujourd'hui, étant donné la quantité des données. Je voudrais vous faire observer que quand on a inventé l'imprimerie, on s'est trouvé devant une masse de données très importante. Et je vais vous citer une lettre de Leibniz qui répète exactement mot pour mot ce que vous venez de dire. Et Leibniz dit, et je cite de mémoire devant Christiane qui peut-être me rectifiera, il dit « Cette horrible masse de livres que je vois sous les yeux me donne tellement, pas d'informations, que je vais être perdu. Est-ce que cela va pas nous ramener la barbarie plutôt que la culture ?» C'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire, le problème de la masse d'informations a été posé dès l'origine de l'imprimerie,
mais elle a été posée déjà à l'écriture. On ne pouvait plus maîtriser la somme des choses qu'on avait écrites. Par conséquent, le problème du rapport à la multitude, c'est de nouveau le problème que nous posions. Vous êtes en train de répéter le sujet qu'on m'a imposé pour le traiter, c'est-à-dire quoi faire avec la multiplicité. Et c'est le problème qu'on s'est posé transhistoriquement dès qu'il y a eu des... Alors, au fond, cette question est nouvelle, mais elle n'est pas nouvelle du tout. C'est une vieille question. Et c'est justement la question que j'essayais de résoudre. La deuxième, c'est nous avons des informations et nous n'agissons pas. Alors, c'est intéressant, c'est le rapport entre la pensée et l'action. Et quand même, je vous répète que c'est ça que j'ai dit dès le début, puisque j'ai dit agere, agir, et cogitare, penser. Et c'est tout à fait ça la question. Et c'est pour ça que j'ai donné cette image dès le départ. Et alors, ce pourquoi nous n'agissons pas, vous dites, c'est que ou alors on pense trop, ou alors on ne fait que penser, ou on ne fait que parler, etc. Pas tout à fait. J'ai évoqué tout à l'heure ce que j'appelais l'inertie sociale. Vous savez, je suis un ancien marin, il y a une grande différence entre une petite barque de 3 mètres et un bateau de 80 000 tonnes. C'est-à-dire quand vous faites le quart sur un bateau de 80 000 tonnes et que vous dites à gauche 25, eh bien le bateau va toujours tout droit pendant 4 miles avant de passer à gauche. Ça s'appelle de l'inertie. Eh bien, une société comme la nôtre est un gros bateau. C'est-à-dire elle a une inertie formidable. Et avant que les informations arrivent à l'état de l'action, il y a la mesure de l'inertie. La mesure de l'inertie. C'est-à-dire, on met un temps fou à s'apercevoir que précisément, c'est ça qu'il faut faire. Oui. Et que toutes les institutions sont faites pour qu'on ne le fasse pas, puisque les institutions ont été créées pour un monde où ça n'existait pas. Et effectivement, nos institutions politiques, juridiques, etc., et même universitaires, sont faites pour un monde qui n'est plus celui-là. Alors, bien entendu, on ne sait pas agir sur ce monde-là, puisque ce monde-là n'a rien à voir avec l'information qu'on reçoit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'écart, c'est pas parce qu'on pense trop ou qu'on n'a que la parole, c'est à cause de cette inertie-là. Vous voyez? Et c'est ça que je dirais qu'aujourd'hui, dont aujourd'hui nous souffrons. Nous souffrons de cet écart inertial ou inertiel, tout simplement. Alors, votre deuxième question, rapidement, s'il vous plaît. Très rapidement. Vous avez tout à l'heure évoqué les j'espère raisons... que vous n'êtes plus en colère contre le monde actuel, du coup. Pardon? Vous n'êtes plus en colère. Ah si, je suis. Je vais vous expliquer pourquoi je le suis maintenant. Oui, oui. Mais vous étiez déjà très en colère tout à l'heure. Vous avez évoqué les statistiques de la mortalité dans le monde et leurs raisons. Oui. Et vous avez considéré que le chiffre le plus bas était celui de la guerre. Pardon? C'était pour les raisons des conflits de la guerre. Oui. Vous n'avez pas évoqué celui qui était le plus haut. Et le plus haut, c'est l'alcoolisme. Mais qu'est-ce que c'est que l'alcoolisme et la drogue? Sinon, le fait que les hommes sont scindés à l'intérieur d'eux-mêmes. Quand on m'a posé la question sur le pluralisme, je n'étais pas prêt à vous répondre sur l'alcoolisme. Non, mais attendez. Il y a quand même des raisons sociales. Oui. C'est que l'homme, précisément, qu'il différence de l'animal, c'est que l'homme n'est pas en situation d'adaptation par rapport à son milieu, mais qu'il le transforme par son travail. Et le premier travail, pardonnez, j'achève, c'est qu'il commence, le premier rapport au travail, c'est qu'il commence à produire ses conditions d'existence, et la confrontation n'est pas simplement à l'égard de la nature, c'est aussi à l'égard de l'homme. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'aujourd'hui, la souffrance au travail induit une médicalisation, une chimisation des comportements par l'absorption, etc., que l'alcoolisme est généralement lié à la souffrance sociale de beaucoup d'hommes, et donc par conséquent, la société dans laquelle nous vivons est une société divisée du point de vue du confort, divisée du point de vue du savoir, divisée du point de vue au rapport à la liberté, et donc au rapport à l'alcool, aux drogues, etc., etc. Et donc ça, vous ne pouvez pas l'ignorer. Par conséquent, la souffrance aujourd'hui qui est inscrite par des questions qui sont... Parce que vous avez dit que Marx était dépassé. En fait, nous sommes toujours... Pas dit ça. Vous avez dit que les questions posées pour le 19e siècle nous paraissent aujourd'hui exténuées, éteintes, en voie d'extinction, par la voie, effectivement, de la communication. Date depuis longtemps. La communication ne suffit pas pour abolir le fait que nous sommes des hommes au travail, et que nous devons produire nos conditions d'existence et de vie, et que nous rencontrons toujours devant soi un autre qui est aussi souvent hostile. Attendez, la réponse à ces questions est oui. Oui, alors moi je voulais juste... Merci d'abord pour cet exposé passionnant. Je voulais juste te poser une question très simple.
qui est celle de l'avenir de la vérité. L'avenir de la vérité. On comprend le grand inconvénient effectivement des systèmes qui reposent sur l'unification, que ce soit celle de l'eidos ou du principe ou du chef. C'est la violence et l'exclusion. C'est la violence, c'est que j'ai. Voilà, mais leur grand avantage, c'est que ils fournissent un critérium de départ entre la vérité, entre le vrai et le faux, entre la vérité, l'erreur et l'illusion d'autre part, une méthode en quelque sorte. Dans le système dont tu décris l'évolution et l'apparition, où il n'y a plus ces principes unificateurs, comment est-ce qu'on fait le tri? Alors, quel est l'avenir de la vérité déjà? Et comment, si il n'y a pas d'avenir pour la vérité, comment est-ce qu'on fait le tri? J'ai bien compris ta définition très, très subtile de l'information, qui n'est pas le flot idiot qu'on entend dans les médias, mais comment on fait le tri entre ce qui est significatif, pour employer un terme peut-être moins connoté que la vérité, comment on fait le départ entre ce qui est significatif et ce qui est insignifiant? Alors, il y a deux questions dans ce que tu poses là. Et la première question concerne, si tu veux, l'unicité de l'ancien système. Et il est faux de dire qu'il n'y a qu'une vérité. Il est faux de dire qu'il n'y a qu'une référence. Il est faux de dire, et c'est ce qu'on appelle l'idéologie. L'idéologie, c'est ça. C'est-à-dire tout se ramène à la matière, tout se ramène à l'esprit, c'est de l'idéologie. Il n'y a qu'une solution. Bon. Par conséquent, c'est ça que je quitte, en disant que le soleil, c'est une naine jaune, tout simplement. Voilà. Et en effet, nous sommes dans la nuit, c'est-à-dire dans une référence à d'innombrables vérités. Il y a d'innombrables vérités. Alors, il n'y a pas de méthode pour distinguer le vrai du faux. C'est dans chaque région que la méthode se met en place. C'est-à-dire que pour distinguer le significatif du non-significatif, si tu es mathématicien, tu n'as pas les mêmes manière de décider que si tu es sociologue ou si tu es physicien, etc. Donc là aussi, il y a du disparate dans les manières de décider. Tu vois ce que je veux dire? Par conséquent, c'est pas vrai qu'il y a une méthode, c'est pas vrai qu'il y a une méthodologie, c'est pas vrai. Là aussi, il y a une unicité qui est un mensonge. Tu vois ce que je veux dire? Par conséquent, si tu me demandes quelle est la manière de décider, je réponds, il n'y en a pas. Mais si tu te formes à quelque chose, par exemple à l'alcoolisme, c'est une bonne question, eh bien, il y a des gens qui savent décider de façon délicieuse sur si c'est du Médoc ou si c'est du Saint-Émilion, si c'est du 68 ou si c'est du 82, ils savent distinguer. Mais on s'en fout de cette manière de distinguer lorsqu'on est mathématicien. C'est régional, voilà, c'est ça. Et si on est pluraliste, il n'y a pas une unicité de méthode. Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors j'ai une question similaire, mais je voudrais commencer avec la mention de Parlez plus fort, s'il vous plaît. Culture analogiste, et je voudrais demander que analogisme, c'est une analogie entre A et B, mais c'est toujours aussi une analogie entre A et B vers quelque chose de différent, c'est-à-dire A est similaire vers B dans une certaine manière. Et ça, alors je partage de quitter l'idéologie d'une soleil, mais je ne suis pas d'accord avec quitter les soleils en général, parce que on peut aussi penser il y a pas une vérité, mais il y a plusieurs vérités. Alors il y a certaines, je sais pas comment vous utilisez le mot information exactement, mais il y a certaines informations exceptionnelles qui sont importantes, qui sont comme vérité, qui organisent la structure de savoir, qui organisent les structures de analogisme. Et ça veut dire il n'y a pas une nuit, il n'y a pas le jour avec une soleil, mais il y a plusieurs soleils, il y a plusieurs atomes vers la vérité. C'était ça ma thèse, de dire que qu'est-ce que la nuit? C'est l'endroit où il y a 1000 soleils. Ça n'y a pas de doute là-dessus. Et d'ailleurs, vous connaissez sans doute le paradoxe d'Olbers. C'est un paradoxe intéressant. Il dit, si les étoiles sont des soleils, alors entre deux étoiles, il y a sûrement un autre soleil. Alors comment se fait-il que la nuit ne soit pas formidablement plus claire que le jour? Et c'est un paradoxe qui a été énoncé au XVIIe siècle et qui a eu du mal à être résolu. Il n'a été résolu que par l'expansion de l'univers récemment. Vous voyez,
Mais on avait l'idée qu'en principe, la nuit devait être plus lumineuse que le jour. Et c'est mon avis du point de vue philosophique. La nuit est un bon modèle, le jour est un mauvais modèle. Mort à Platon. Madame. Bon, oui. S'il y a une question là, puis après on passe. Non, il faut que ça soit enregistré. Désolé. Bonjour Monsieur Serre, Luce-Danse. Donc je suis venue ici par hasard parce que je suis passée dans la rue, j'ai vu qu'il y avait votre conférence et comme j'étais déjà convaincue par ce que vous dites de manière générale dans vos ouvrages, je suis venue. Bienvenue. Et merci. Et j'ai pas été déçue, vraiment j'ai adhéré à l'ensemble de votre exposé, de votre présentation. Il y a juste eu un point, donc c'est ce qui soulève ma question, où j'ai pas adhéré, donc c'est pour ça que elle fait l'objet de cette question. En fait, vous avez à un moment parlé donc du système analogique, et c'est un mode de pensée qui est toujours valable, hein, comme vous l'avez souligné, qui en gros met en relation A et B et ouvre toujours le champ des possibilités. Et en exemple des modèles analogiques, vous avez parlé du structuralisme. Oui. Or, il se trouve que pour moi, le structuralisme, c'est l'inverse, parce qu'on ne met pas en relation A et B, on cherche toujours le plus petit dénominateur commun. Ah non, en fait. c'est pas ça, non. Pour moi, on cherche comment à structurer les sociétés en prenant le plus petit dénominateur commun. Ah oui, et donc, vrai. par exemple, l'inceste de Lévi-Strauss, c'est le plus petit dénominateur commun entre les sociétés. C'est ça, exactement. Vous avez raison. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du structuralisme ? J'en ai souffert toute ma vie de cette affaire. C'est-à-dire Merci, il y avait le structuralisme à la mode, qui était celui de Lévi-Strauss, etc. Et puis il y avait le vrai qui était algébrique. Mais c'était exactement ce que vous dites. C'est-à-dire, non, le structuralisme au sens algébrique, c'est au contraire un analogisme entre deux. Par exemple, le vrai structuralisme qui me paraissait beaucoup plus important, c'était pas Lévi-Strauss qui était totémiste, c'était Georges Dumézil. Et Georges Dumézil avait l'idée qu'il y avait une manière de penser les sociétés, vous savez, Jupiter Mars Quirinus, et il y avait une démonstration éblouissante dans un de ses livres où il comparait le Forum de Rome et un temple hindou. Et c'était extraordinaire. Il voyait des formes rondes, des formes carrées, des feux qu'on éteignait et des feux qu'on n'éteignait pas, et des feux perpétuels comme chez Vesta et des feux perpétuels. Et tout d'un coup, il disait, tac, c'est la même chose. Et personne n'avait eu l'idée jamais de mettre en relation le Forum de Rome tel qu'il était dessiné et tel qu'il y avait des cultes réels qui avaient lieu dedans, et des rituels védiques qui n'avaient aucun rapport absolument. Et tout d'un coup, on voyait la structure se mettre en place de façon algébrique. Et ça n'avait rien à voir avec le structuralisme qui a vécu, si vous voulez, dans le Nouvel Observateur pendant 30 ans. Mais ce n'est pas ça. Non. Le structuralisme algébrique, c'est autre chose. Oui, c'est ça. Je veux me mettre au courant. Voilà. Oui, bonjour. Donc, merci pour votre... Bonjour, oui. Merci pour votre exposé et merci pour l'hôte. Oui. Moi, je suis professeur de philosophie et donc je me pose tout le temps des questions conceptuelles. Et donc, je voulais, dans votre exposé qui partait des Grecs qui... posait l'un et le multiple, mais qui privilégiait l'un et l'unité. Oui. Est-ce que maintenant, en privilégiant le multiple, on ne reste quand même pas dans le même schéma, sauf qu'on inverse ce qui est privilégié? C'est pas tout à fait l'inverse, madame. C'est quand même complètement différent. C'est un transport complètement différent. C'est le transport que j'ai voulu caractériser à la fin de mon exposé en disant c'était le jour, c'est la nuit. Et ça n'a rien à voir, vous voyez, c'est-à-dire les références ne sont pas les mêmes, la luminosité n'est pas la même, le rapport entre les éclats n'est plus le même, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas une inversion d'un vers le multiple, ça serait trop simple. Non, c'est un changement de monde, un changement de vision du monde. Voilà, c'est ça. C'est un peu le changement de vision du monde qu'a caractérisé Descola lorsqu'il dit « vous étiez naturaliste, je suis analogiste voilà, », au sens d'Escola du terme. Oui. Un peu animiste quand même. Mais pour moi, ça ne tue pas l'un, en fait. Ça pose justement, ça décentre les choses, mais ça ne le tue pas, le centre. Remettez-vous au milieu. Pardon, oui. Ça décentre les choses, mais ça ne tue pas le centre pour autant. Ça en place plusieurs... Ça vous savez, dans le modèle de la nuit, où est le centre?
La question du centre a été posée dès le XVIIe siècle. On se demandait si c'était Copernic ou c'était les prédécesseurs qui avaient raison. Mais ce n'est pas une question. La question n'est pas de savoir s'il y a le centre au Soleil ou le centre à la Terre. Ce n'est pas la question. La question, c'est qu'il n'y a pas de centre. Vous voyez, du tout. Du tout. Et d'ailleurs, le modèle réseau n'a pas de centre. C'est ce que je veux dire. Et d'ailleurs, je crois que lorsque Pascal a posé la question des deux infinis, il a posé cette vraie question. Et les deux infinis, ça veut dire non pas que c'est infini, parce que tout le monde le savait, mais ce qu'il n'y a pas de centre. C'est-à-dire, où que vous soyez dans une droite infinie, vous êtes au centre, vous n'y êtes pas. Et c'est ça la vraie question. La question, c'est qu'il n'y a pas de centre. Voilà. Et en effet, c'est difficile à penser, et c'est difficile à mettre dans des institutions. C'est pour ça que j'ai fait appel à votre jeunesse. Maintenant, c'est le moment de travailler à l'invention de nouvelles institutions. C'est le moment. C'est le moment ou jamais. Et si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Vous, à l'école normale. Alors, dernière question, et puis après, on va devoir arrêter. Écoutez, moi, je ne suis pas de la première jeunesse. Écoutez, j'ai commencé à découvrir un peu la vision systémique avec Edgar Morin, la vision globale, il y a quelques années. Je vous ai aussi découvert à travers les émissions de télé et le journal. Pardon, vous m'entendez là? Ouais. Oui. Donc tout à l'heure vous parliez de pensée, parole et acte. Donc j'ai commencé à aborder cette question de ce que vous disiez tout à l'heure. Je vais essayer de m'exprimer. J'ai pas un QI très très supérieur. Donc à faire. Allô, vous m'entendez? Ouais. Donc j'ai commencé à identifier au sein d'une entreprise dans laquelle je travaille. Donc je travaille sur l'architecture des systèmes d'information et l'urbanisation. Et je me suis rendu compte que dans l'entreprise, il y avait beaucoup de cloisonnement, des silos, et un peu partout, comme vous avez dit tout à l'heure. Donc j'ai commencé ça il y a quelques années. Et je me rends compte qu'en mettant en friction un certain nombre de personnes déjà au sein de l'entreprise, il s'est provoqué, il y a eu naturellement une émergence d'idées sans qu'il y ait d'objectifs, ou d'ordre du jour ou de compte rendu. Et donc j'ai commencé ça il y a 2-3 mois. Donc à partir de là, il a émergé un besoin inné d'apporter un peu de lumière. Alors à travers mon université d'origine, c'est Paris 1. Donc quelques personnes qui ont travaillé à Paris 1, je vais les contacter, on va essayer de travailler ensemble dans ce sens. Je suis passé par hasard une fois à l'école normale supérieure et j'ai découvert effectivement qu'il y avait un certain nombre de débats publics qui étaient ô combien riches. Et voilà, donc mon idée maintenant, ma question, je ne sais pas s'il y a une question, puisqu'il y a une question, vous parliez tout à l'heure d'information, d'échange, etc. Je vais tenter de poser cette question, c'est l'objectif. Quel est l'objectif? Quel est mon but? Mon but est très très simple et je l'ai avoué vraiment. C'est que nous vivons aujourd'hui une période de transition tellement décisive que si vous n'inventez pas quelque chose, les institutions s'effondreront de leur propre mort. Par conséquent, c'est pressé. Il faut inventer des institutions, qu'elles soient universitaires, politiques, administratives, juridiques, etc., qui précisément s'adaptent au monde dans lequel nous vivons. Pardon? J'ai passé toute ma vie à essayer de relier, ça n'a pas marché. Hein. Bon, merci pour ces dernières remarques. Merci beaucoup, Monsieur Serre, pour votre intervention et vos réponses.